Au dîner, maman a dit sans lever les yeux, « N'avions-nous pas dit que ce Noël était juste pour la famille ?» Papa a ricané. « Tu rends toujours les choses bizarres. » J'ai souri, j'ai posé le cadeau et je suis sorti. 30 minutes plus tard, les notifications ont commencé à arriver. Virement du loyer arrêté. Abonnement aux courses annulé. Service de streaming désactivé. Ma sœur a écrit, « Sérieusement ?» J'ai répondu. Je pense que ce qui m'a finalement brisé, c'est la façon dont ils agissaient comme si je leur devais tout. Pas seulement de l'argent, bien que ce fût la partie évidente, mais de la loyauté, du silence et une volonté infinie de leur faciliter la vie. Ils s'étaient construit un monde fantastique dans lequel je n'étais pas une personne, juste un filet de sécurité. Quelque chose n'allait pas? Sophia arrangerait ça. Sophia s'en occuperait. Sophia le faisait toujours. Ça a commencé modestement. Quelques factures par-ci par-là quand l'entreprise de papa a réduit ses effectifs. Au début, ça ne me dérangeait pas d'aider. Puis, c'est devenu le prêt immobilier. Puis le prêt professionnel de maman pour ses produits de soins miracles que personne n'achetait. Puis les frais de scolarité de Mariana après qu'elle a raté 2 semestres et perdu sa bourse. Ils disaient qu'ils me rembourseraient. Ils ne l'ont jamais fait. Chaque fois que j'abordais le sujet, ils se vexaient, comme si j'étais impoli de parler d'argent. Nous sommes une famille, disait maman. Une famille, ça s'entraide. Mais d'une manière ou d'une autre, le mot « famille » n'avait qu'un seul sens chez nous. En décembre dernier, j'avais 2 emplois, je payais leurs factures et je dormais 4 heures par nuit. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils n'ont même pas remarqué les cernes sous mes yeux quand je rentrais à la maison. Le problème avec les gens comme eux, c'est qu'ils ne vous voient que lorsque vous arrêtez de donner. Alors, j'ai arrêté tranquillement, méthodiquement et avec un plan. J'ai acheté une seule boîte et je l'ai emballée dans du papier rouge foncé, parfaitement noué avec un ruban de satin noir. À l'intérieur, j'ai placé une seule chose, une lettre que j'avais écrite et réécrite pendant des semaines. La dernière chose que je leur donnerai jamais. Quand je suis entré dans leur maison la veille de Noël, l'odeur était la même que toujours, biscuits brûlés, vin bon marché et une pointe de ressentiment. Papa était dans le fauteuil inclinable, riant de quelque chose à la télévision. Mariana était allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Maman mettait la table en fredonnant faux une chanson de Noël qu'elle n'aimait probablement même pas. Personne n'a levé les yeux quand je suis entré. J'aurais aussi bien pu être une livreuse. J'ai posé la boîte sous le sapin et je me suis assise à table. C'est à ce moment-là que maman a finalement parlé, toujours en regardant son téléphone. N'avions-nous pas dit que ce Noël était juste pour la famille? Papa a ricané depuis son fauteuil. Tu rends toujours les choses bizarres. J'ai attendu quelques secondes que quelqu'un rie, qu'on dise que c'était une blague, mais personne ne l'a fait. Mariana n'a même pas levé les yeux. Elle a juste eu un sourire en coin, comme si elle était dans le secret. Alors j'ai souri, je me suis levé, j'ai ramassé la boîte et je suis parti. Pas de cris, pas de larmes. Je suis sorti dans la nuit froide, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise là. Le quartier brillait des lumières de Noël. Toutes ces petites familles parfaites qui faisaient semblant que tout allait bien derrière leurs rideaux. Je me suis demandé si quelqu'un d'autre était assis dans sa voiture cette nuit-là, réalisant à quel point il était jetable pour les gens qui auraient dû s'en soucier le plus. Puis mon téléphone a vibré. Virement du loyer arrêté. Abonnement aux courses annulé. Service de streaming désactivé. 30 minutes. C'est la vitesse à laquelle leur monde a commencé à se fissurer une fois que j'ai retiré ma main. Puis un texto de Mariana, « Sérieusement ?» Je l'ai fixé, le pouce en suspens au-dessus de l'écran. Puis j'ai répondu, « Explique à maman pourquoi le prêt immobilier n'est pas passé ce mois-ci. » J'ai éteint mon téléphone après ça, et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Quand je suis rentré dans mon appartement, j'ai posé la boîte sur le comptoir. La même boîte qui était restée sous leur sapin pendant 10 minutes entières sans susciter la moindre question. À l'intérieur se trouvait une lettre, une page soigneusement pliée avec une liste de chaque peso que j'avais dépensé pour eux depuis 2020. Loyer, frais de scolarité, facture médicale, courses, tout était détaillé. Et en bas, une seule phrase, c'était votre cadeau. Vous n'en avez pas voulu. Je l'ai regardé longuement avant de sourire. Ce n'était pas de la culpabilité que je ressentais. C'était du soulagement. Vif et net, comme respirer enfin après avoir été sous l'eau pendant des années. Il finirait par ouvrir cette boîte.
Ils liraient chaque chiffre et réaliseraient ce qu'ils avaient fait. Mais d'ici là, j'aurais déjà pris ma décision. Je n'allais plus les sauver. Pas cette fois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil, ce qui n'arrive jamais. Mon corps s'est simplement réveillé d'un coup, comme s'il avait attendu quelque chose. J'ai attrapé mon téléphone, sachant déjà que ce serait un désastre. 32 notifications, appels manqués, messages vocaux. Mariana, Mama, et même papa avaient essayé, bien que les siens aient été les plus courts. 2 appels et rien d'autre. Mais laissons quelqu'un d'autre nettoyer le désordre, puis se mettre en colère quand ça ne se passe pas comme il le veut. Le premier message de Mariana disait « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Son deuxième « Sérieusement ?» Puis « Tu es complètement égoïste. » Et enfin, « Tu n'as pas le droit de faire ça juste parce que tu es de mauvaise humeur. » Le texto de Mama était plus long. Une véritable parade de culpabilisation. Sophia, j'essaie de rester calme, mais c'est vraiment cruel. On ne punit pas sa famille comme ça juste parce que quelque chose t'a contrarié. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Si tu avais besoin d'aide, tu aurais pu le dire. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se traite. Ton père est vraiment contrarié. Mariana est désemparée. S'il te plaît, viens nous parler comme une adulte. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste levé, j'ai pris une longue douche et je suis allé travailler comme n'importe quel autre adulte surmené avec trop de responsabilités et pas assez de gens avec qui les partager. Mais sous la surface, quelque chose était différent. Je me sentais stable. Pas heureuse, pas triomphante, juste calme. C'était comme si, après des années à crier à l'intérieur, je m'étais enfin tu. Et dans ce silence, je pouvais respirer. Il n'avait pas ouvert la boîte. Je le savais parce que Mariana a envoyé une photo dans l'après-midi. Le sapin était toujours là, et le cadeau était posé exactement où je l'avais laissé. Toujours non ouvert, toujours ignoré. Elle a ajouté une phrase sous la photo. Si c'est ton idée d'une blague, c'est pathétique. C'est là que j'ai réalisé qu'ils n'essayaient even pas de comprendre. Ils ne demandaient pas ce que je ressentais ou pourquoi j'étais parti. Ils essayaient de tout remettre en ordre, d'aplanir les choses et de les enterrer comme toujours. Mais cette fois, le sol n'était pas lisse. J'avais tout arraché à la racine. Au cours des jours suivants, les conséquences sont apparues. Le prêt immobilier a été rejeté. J'ai reçu une notification de la banque indiquant que leur compte était gelé pour examen. Je l'avais ouvert à mon nom lorsque j'avais refinancé le prêt pour eux il y a 2 ans. Une autre chose pour laquelle ils ne m'ont jamais remercié. Maintenant, il était en pause jusqu'à ce que quelqu'un règle enfin les paiements manqués. Mama a posté une photo de la cheminée avec un verre de vin et la légende « J'essaie de rester positive malgré le chaos ». Les gens montrent leur vrai visage quand ça compte le plus. Mariana a posté une story sur le fait de couper les ponts avec les personnes toxiques, suivi d'un égo-portrait avec une moue boudeuse et une citation sur la trahison. J'ai éclaté de rire en voyant ça. Un rire amer et honnête qui semblait être la seule chose réelle qui se soit produite depuis des jours. Puis, le soir du Nouvel An, j'ai reçu un courriel à 19h03. Objet, petite discussion. C'était de mon patron. J'ai su instantanément. La réunion a duré 10 minutes. Ils m'ont remercié pour mon travail, ont expliqué que l'entreprise se restructurait et m'ont laissé partir. Réduction des effectifs, réorganisation, tous les mots qui signifient « nous n'avons plus besoin de vous ». J'ai fixé mon écran après l'appel, pas en colère, juste vide. J'avais perdu le travail que je gardais pour subvenir aux besoins de personnes qui se fichaient de savoir si je m'effondrais. J'avais épuisé mon énergie à sauver des gens qui ne s'étaient jamais retournés pour me demander si j'avais besoin d'être sauvé, moi aussi. Mon loyer était dû dans 11 jours. Mes économies n'étaient pas terribles, mais elles n'étaient pas non plus substantielles. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de plan de secours. Je me suis assise ce soir-là et j'ai ouvert ma propre copie de la lettre, celle que j'avais laissée dans leur boîte cadeau, toujours non ouverte sous leur petit sapin parfait. La dernière ligne m'a frappé plus fort que prévu, je vous ai donné toute ma force pour que vous n'ayez pas à construire la vôtre. J'avais passé 3 ans à m'assurer qu'ils n'auraient jamais à grandir, jamais à essayer, jamais à être responsables. Ils avaient bâti leur vie sur mon dos et supposaient que je les porterais pour toujours. C'est là que j'ai réalisé que si je devais couler, je ne coulerais pas seul. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais même pas besoin de leurs excuses. Ce dont j'avais besoin,
c'était qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti pendant des années. Seule, utilisée, impuissante. Et je ne faisais que commencer. 2 jours après le début de la nouvelle année, j'ai rallumé mon téléphone. Je l'avais gardé éteint pour avoir la paix, mais je savais que je ne pourrais pas les éviter éternellement. Et une partie de moi voulait voir les dégâts. Je voulais savoir jusqu'où les ondes s'étaient propagées. Les messages devenaient plus frénétiques maintenant. Maman ne faisait plus semblant d'être calme. Elle en avait envoyé 7 d'affilée, tous sur des tons différents, marchandage, réprimande, culpabilisation. Le dernier était un message vocal. Je ne l'ai même pas écouté. Je l'ai juste supprimé. Puis sont venus les courriels. Un de la banque pour le prêt immobilier, adressé à Sophia R. Rivera. En souffrance. Dernier avertissement. C'était drôle. Ils n'avaient aucune idée que la maison était toujours légalement liée à moi. Quand ils avaient eu besoin que je signe le transfert pendant le refinancement, papa avait dit « Fais-le, Sophia. C'est de la paperasse. Tu ne veux pas qu'on perde la maison, n'est-ce pas ?» Je l'avais fait parce que je pensais que c'était de l'amour. Maintenant, je réalisais que c'était un moyen de pression. Alors j'ai passé un appel, pas à eux, mais à la banque. Et j'ai posé une question. Que se passe-t-il si j'arrête de payer? La femme au bout du fil a hésité, puis m'a expliqué les conséquences. Après 3 mois de paiement manqué, ils entameraient une procédure de saisie immobilière. La maison serait mise en demeure. Cela pourrait prendre des mois avant qu'elle ne soit vendue, peut-être plus. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai terminé l'appel et j'ai fait une liste. Elle n'était pas longue. Annuler le paiement automatique de la taxe foncière. Révoquer la procuration qu'il m'avait fait signer sous la contrainte l'année dernière. Bloquer l'accès de Mariana au compte de crédit partagé que j'avais ouvert pour qu'elle puisse se construire un historique. Changer les contacts d'urgence sur tous mes formulaires médicaux. Retirer papa de l'assurance automobile sur laquelle je l'avais laissé s'inscrire, juste le temps qu'il se remette sur pied. Il m'a fallu 20 minutes pour faire ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans. Dans l'après-midi, Mariana a de nouveau envoyé un texto. Tu vas tout gâcher. Cette fois, j'ai répondu. Je l'ai déjà fait. J'ai juste arrêté de prétendre que ce n'était pas cassé. Puis je l'ai bloqué. J'ai su que les choses commençaient vraiment à se dégrader quand mon amie Valentina m'a appelé ce soir-là. Elle semblait hésitante. Ta mère est passée à mon travail. Ça m'a laissé sans voix. Apparemment, elle est entrée dans le salon de Valentina, agissant comme si elle était juste de passage. Elle a essayé de rester décontractée, puis a commencé à poser des questions, si j'allais bien, si j'avais dit quelque chose, si je restais avec elle. Valentina, Dieu la bénisse, ne lui a rien dit. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement en colère. Ils avaient peur. Ils perdaient le contrôle sur moi. Et pour des gens comme eux, c'était pire que de perdre de l'argent. Ce week-end-là, je suis passé en voiture devant la maison. Je ne me suis pas arrêté ni ne suis entré, je me suis juste garé de l'autre côté de la rue et je l'ai regardé. La pelouse avant n'avait pas été tondue. La voiture de Mariana était partie. Le camion de papa était dans l'allée, couvert de saleté comme s'il n'avait pas bougé depuis des jours. Les fenêtres étaient sombres. Il goûtait enfin à la réalité, la version dans laquelle j'avais vécu pendant des années. C'était amer, incommode et impossible à ignorer. Et pourtant, le cadeau était toujours là. À travers la fenêtre, sous le sapin, toujours non ouvert. Comme s'il pensait que s'il continuait simplement à l'ignorer, tout reviendrait à la normale. Mais le fait est que je ne revenais pas. Je suis parti sans me retourner. Ce soir-là, assise à ma table de cuisine, sirotant du vin bon marché et regardant les offres d'emploi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas la joie, pas la satisfaction, mais le calme. Le genre de calme que l'on gagne. Et la seule personne à qui j'ai envoyé un texto était Valentina. Moi, tu veux faire un voyage quand tout ça sera fini? Juste nous deux. Quelque part loin. Valentina, n'importe où sauf ici. Moi, marché conclu. Elle est arrivée, glissée entre une facture d'électricité et un coupon de pizza. Pas d'adresse de retour, juste mon nom griffonné sur le devant de l'écriture de Mama. Tremblante et trop assurée, comme toujours. L'enveloppe était épaisse, surchargée. Je l'ai fixée longuement avant de la rentrer.
Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai juste laissée sur le comptoir et j'ai fait du café, j'ai marché, j'ai plié du linge n'importe quoi d'autre. Mais plus je l'évitais, plus elle m'attirait. Quand je me suis finalement assise et que je l'ai ouverte, 3 feuilles sont tombées, toutes manuscrites, pas imprimées, pas tapées. Maman n'a jamais aimé les courriels. La première page était décousue. Des excuses enfouies sous des prétextes. Elle écrivait qu'il n'avait aucune idée de l'aide que j'apportais, que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt, qu'il pensait que j'aimais être la responsable. Puis ça a empiré. Apparemment, la pension de papa avait cessé d'arriver l'année dernière. Il n'avait rien dit parce qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Ils avaient utilisé le reste de ses économies pour des réparations de voitures et un prêt d'un certain Ramon, quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, qui menaçait maintenant de prendre le camion s'il ne le remboursait pas. Et puis Mariana. Maman n'a même pas essayé d'amortir le choc. Mariana avait abandonné ses études. Officiellement. Pas en y réfléchissant, pas en prenant une pause, elle avait abandonné il y a 5 mois. Elle ne l'avait dit à personne parce qu'elle voulait éviter une scène. L'argent des frais de scolarité que j'envoyais? Parti. Mais le vrai coup de poing était la note en marge. Elle a utilisé une partie de l'argent de la carte pour aller à Cancun en octobre. Nous ne l'avons découvert que la semaine dernière. J'ai laissé tomber la lettre sur la table et je suis restée assise là un moment, à fixer le plafond. Ce voyage, celui dont elle avait parlé avec son nouveau petit ami. Cocktail au bord de la piscine, promenade en bateau, égo-portrait à l'hôtel. Elle m'avait même identifié dans l'une des stories. Je me souviens avoir souri en la voyant en sortant d'un service tardif, à moitié endormie et affamée. C'est moi qui l'avais payé. Ce moment a brisé quelque chose en moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti tous les dossiers que j'avais. Je suivais tout depuis des années, non par paranoïa, mais parce qu'une partie de moi a toujours su qu'ils essaieraient de prétendre que ça n'était pas arrivé. Virement bancaire, reçu de paiement, courriel, confirmation de prêt. Tout était là. Au début, j'étais juste en colère. Mais ensuite, mon esprit a changé. Il n'allait pas changer. Et je ne leur devais pas le pardon. Ce que je devais, c'était la vérité. Alors, j'ai écrit un courriel, puis un autre, puis d'autres. D'abord, j'ai envoyé un avis formel au gestionnaire immobilier. Je détenais toujours le bail de leur maison. Ils ne l'avaient jamais transféré parce que papa disait que c'était plus simple comme ça. J'ai donné un préavis de 60 jours au gestionnaire. Je ne renouvellerai pas. Ensuite, j'ai contacté l'université locale. Une demande polie. Mariana était-elle toujours inscrite? La réponse est arrivée en moins de 5 minutes. Elle n'était plus étudiante depuis avril. Puis le dernier, celui qui a fait trembler ma main en tapant. Le SAT. J'ai joint toutes les fausses déductions commerciales de Mama, plus 3 ans de déclaration de revenus et chaque facture que j'avais payée et qu'elle avait déclarée dans ses impôts. Pas par méchanceté. Par finalité. Je ne pouvais pas les laisser continuer à prétendre qu'ils étaient des victimes du monde. Vendredi, j'ai reçu un appel de Valentina. Ta mère est passée au salon. Elle ne faisait même plus semblant. Elle est juste entrée, a dit qu'elle s'inquiétait pour toi, et a commencé à demander si tu restais avec moi, si tu parlais à quelqu'un, si tu avais dit quelque chose sur le fait de rentrer à la maison. Valentina n'a pas dit un mot, elle l'a juste raccompagnée dehors et a verrouillé la porte d'entrée. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal de papa, le premier depuis des semaines. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il avait juste l'air fatigué. On a reçu l'avis pour le bail. Mariana panique. Ta mère. Elle ne va pas bien. Tu as fait valoir ton point de vue, Sophia. J'espère que ça en valait la peine. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai supprimé. Parce que non, ça n'en valait pas la peine. Pas dans le sens où il l'entendait. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas une question de pouvoir. Il s'agissait de mettre fin à quelque chose qui aurait dû se terminer il y a longtemps. J'ai ouvert un moteur de recherche de vol. Aller-retour, date flexible. Je ne savais pas encore où, juste que ce ne serait pas ici. Pas cette ville, pas cette vie, et certainement nulle part où il pourrait m'atteindre. C'était un mercredi quand le message vocal est arrivé. J'étais à moitié endormi sur le canapé avec mon ordinateur portable ouvert sur un site d'offres d'emploi quand j'ai remarqué l'appel manqué d'un numéro inconnu.
Je l'ai ignoré au début. Je me suis dit que c'était du spam ou un recruteur qui n'avait pas vérifié que j'avais indiqué « non disponible ». Mais quelques minutes plus tard, la transcription est apparue. Bonjour, ici l'officier Lopez du département de police de Zapopan. Nous avons reçu un signalement pour vérifier le bien-être déposé par une certaine Margarita Rivera concernant sa fille, Sofia Rivera. Si vous êtes Sofia, veuillez rappeler ce numéro dès que possible afin que nous puissions vérifier que vous êtes en sécurité. Je l'ai lu 2 fois. Il m'avait déclaré disparu. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'angoisse. C'était du contrôle déguisé en sollicitude, une dernière tentative désespérée de me ramener dans le chaos. Il voulait que les autorités me retrouvent, me coincent. Il ne savait pas où j'étais, ce que je faisais, ni ce que j'avais dit. Et ça les terrifiait. J'ai rappelé le numéro. L'officier semblait poli mais mal à l'aise. Je lui ai dit que j'allais bien, que je n'étais pas en danger, et que la seule préoccupation était que ma famille n'avait plus accès à moi. Il a dit quelque chose comme quoi il comprenait et a clos l'affaire. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Mariana. À nouveau numéro, encore. Ils étaient persévérants. Tu as vraiment appelé le SAT. Est-ce que tu essaies de nous détruire? Tu nous détestes à ce point. Pas de salutation, pas d'excuses, juste une accusation amère, comme si j'avais brisé un code familial invisible en me défendant. J'ai fixé l'écran longuement avant de supprimer le message et de bloquer le numéro. Mais cette fois, je ne suis pas resté là à y penser. Je me suis levé, j'ai sorti ma valise du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Pendant des mois, j'avais avancé dans la vie avec un pied encore planté dans leur monde, pensant que peut-être il y aurait un moment de clarté, des excuses finales, une dernière lueur d'amour qui ferait que tout en vaille la peine. Mais le message vocal l'a prouvé. Il n'y avait plus rien à réparer. Je ne leur manquais pas. Ce qui leur manquait, c'était ce que je leur donnais, le silence, l'argent, la capacité de tisser leur fantaisie que tout allait bien parce que Sofia s'en occupait. Valentina est passée le lendemain. Elle m'a aidé à finir de faire mes bagages. Elle n'a pas dit grand-chose au début, elle m'a juste regardé plier les vêtements en paquets serrés et soignés et a souri quand je m'arrêtais pour respirer. Quand nous nous sommes assises plus tard avec du café et des toasts, elle a dit, « Tu sais qu'ils vont essayer encore une chose, n'est-ce pas? Quelque chose de gros. » J'ai hoché la tête. Qu'ils essaient, j'ai dit. J'ai réservé le billet ce soir-là. Allez simple. Argentine. Je n'y étais jamais allé, je ne parlais pas la langue. Je ne savais même pas vraiment pourquoi j'avais choisi cette destination. Je savais juste que j'avais besoin d'être quelque part loin, quelque part sans leur ombre. Valentina ne pouvait pas venir. Elle avait des clients et son bail n'était pas encore terminé, mais elle a promis de me rendre visite. Je l'ai cru. 2 jours avant le vol, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une note manuscrite est arrivée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'enveloppe, juste du papier plié. À l'intérieur, 5 mots. S'il te plaît ne fais pas ça. Pas de nom, juste ces mots. Je savais qui l'avait écrite. L'écriture était celle de papa. Plus brouillonne que d'habitude, comme s'il ne voulait pas être reconnu mais espérait que je saurais quand même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché pieds nus dans mon appartement, pensant à toutes les fois où je les avais tirés d'affaire sans rien demander. Les anniversaires que j'ai manqués, les vacances que j'ai sautées, les promotions que j'ai refusées parce que je ne pouvais pas déménager, parce qu'ils avaient besoin de moi à proximité. J'ai tout donné, et ils m'ont donné une note comme ça. Le lendemain matin, j'ai ressorti la boîte rouge du placard. Je l'avais gardée, réemballée, et maintenant je réécrivais la lettre à l'intérieur. Plus de chiffres, plus de reçus, juste ceci, vous avez pris tout ce que j'offrais et vous en attendiez encore plus. Maintenant, vous avez tout ce que vous avez créé. Il ne s'est jamais agi de haine. Il s'agissait de me choisir enfin moi-même. J'ai scellé la boîte et je l'ai postée à leur adresse. Pas de signature requise, juste une adresse. Le matin de mon vol, Valentina est venue me chercher. Elle m'a serré dans ses bras sur le trottoir et a glissé une petite enveloppe dans mon sac. Je ne l'ai ouverte que lorsque j'étais dans l'avion, quelque part au-dessus de l'Atlantique. À l'intérieur, elle avait écrit « L'endroit où tu vas n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sois enfin parti. Fier de toi, toujours. » Je n'ai pas pleuré. J'ai juste replié la note et regardé par le hublot.
Pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas. Je m'éloignais simplement. Le vol fut long et silencieux d'une manière qui semblait presque mise en scène. Pas de bébé qui pleure, pas de voisins de siège bavard, juste moi, mes pensées en suspens, et le bourdonnement de quelque chose qui se terminait. J'ai fixé le dossier du siège devant moi et j'ai pensé aux 3 dernières années de ma vie. Toute l'énergie que j'avais investie dans des gens qui me voyaient plus comme un système que comme une personne. Si je m'étais effondré, ils se seraient plaints du désagrément. Quand l'avion a atterri à Buenos Aires, il était un peu plus de 2 heures du matin. La chaleur m'a frappé immédiatement, lourde et douce, comme un endroit qui se fichait de mon ancienne vie. Je suis descendu de l'avion avec une seule valise et personne à qui envoyer un texto. Personne ne me suivait, personne n'attendait que je vienne le chercher, personne n'essayait de me culpabiliser pour que je rentre à la maison. C'était la première fois de toute ma vie d'adulte que je n'appartenais à personne. La maison d'hôte que j'avais réservée était un bâtiment étroit avec des volets verts écaillés et des lumières jaunes douces qui brillaient de l'intérieur. Elena, la femme à la réception, m'a jeté un coup d'œil, m'a tendu une clé et a simplement dit « Vous êtes en sécurité maintenant ». Même pas une question. Je ne pense pas qu'elle savait à quel point j'avais besoin d'entendre ça. J'ai dormi pendant près de 15 heures. Pas de réveil, pas de téléphone, pas de responsabilité qui me rongeait. Juste une chambre sombre, un ventilateur tournant paresseusement au-dessus de ma tête, et le genre de silence qui ne demande rien. Les jours passaient comme de l'eau fluide, non structurée, paisible. Je marchais dans les rues sans regarder l'heure. Je mangeais des choses que je ne pouvais pas prononcer. Je me perdais dans des marchés qui sentaient la citronnelle et l'huile de moteur. Je n'avais à me justifier auprès de personne. Je n'ai rien posté. Je n'ai donné de nouvelles à personne. Et personne ne l'a remarqué, ce qui n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. L'aide leur manquait, pas l'humain. Exactement une semaine après mon arrivée, je suis entré dans un café calme sans climatisation et à peine éclairé. Le Wi-Fi était lent, mais je m'en fichais. Je n'avais pas vérifié mes courriels depuis mon départ, mais je les ai finalement ouverts juste pour voir si le monde avait explosé en mon absence. Ce n'était pas le cas. Il y avait un message de Valentina. Objet, je pensais que tu devrais savoir. Ils sont partis. La maison est vide. L'agent immobilier est passé. Il y a un panneau, à vendre, maintenant. Ça avait l'air précipité. Les rideaux sont toujours en place. De la vieille vaisselle sur le porche. Aucune idée d'où ils sont allés. Pas de mise à jour sur les réseaux sociaux. Juste parti. Aussi, petite info, mon client dans la tech a besoin d'un rédacteur. Télétravail. Bonne paix. Je leur ai dit que tu es rapide et allergique aux histoires. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé l'écran un moment, laissant l'information s'installer. Ils étaient partis. La maison qu'ils m'avaient supplié de sauver. Le foyer qu'ils disaient être, le nôtre, quand ça les arrangeait, pas mes affaires, quand je posais des questions. Ils n'ont pas dit au revoir. Pas d'appel, pas de texto, pas de grandes excuses émouvantes. Juste disparu. Et je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de vengeance, juste l'absence de pression. Comme si un cri s'était arrêté. Comme si mon corps n'était plus en train de se préparer à l'impact. J'ai fermé le courriel et je suis sorti. Il pleuvait, une pluie chaude et douce, comme si la ville se fichait que je ne me sois pas douché ou maquillé depuis des jours. J'ai acheté un poncho en plastique à un stand de coin de rue et j'ai continué à marcher. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'ai ouvert le carnet que j'avais emporté. Le même que j'utilisais pour griffonner des listes de courses et des rappels de paiement. Celui qui maintenait leur vie en ordre. Maintenant, il était à moi. Sur la première page blanche, j'ai écrit « Ils ne m'ont jamais brisé. Ils m'ont juste appris à ne plus jamais laisser ça arriver. J'étais leur plan A. Maintenant, je suis le mien. » Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai pris mon téléphone, le même que je n'avais pas allumé depuis plus d'une semaine, et je l'ai rallumé. 37 messages manqués. 4 messages vocaux. 2 courriels marqués urge. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Puis j'ai rouvert le message de Valentina et j'ai tapé « Dis à ton client que je suis partante. Je travaille mieux quand personne ne me demande de m'immoler par le feu pour leur confort. » Après ça, j'ai réservé un billet de train pour le sud. Je ne savais pas où je m'arrêterais. Peut-être une ville balnéaire,
peut-être un endroit encore plus calme. Peu importait. Je n'avais à demander la permission à personne. Plus personne n'avait besoin de moi pour financer ses excuses. Je n'étais pas à eux. Et j'étais enfin à moi. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé assise dans un hamac tendu entre deux arbres devant un petit café de plage à Mar del Plata. J'avais pris un bus de nuit le long de la côte juste parce que je le pouvais. Pas d'itinéraire, pas de raison autre que l'envie de voir un nouvel horizon. L'océan bougeait lentement, comme s'il avait tout le temps du monde, et pour une fois, moi aussi. J'ai regardé deux enfants poursuivre des crabes le long du rivage, leur rire résonnant sur la plage. Aucune partie de moi ne sentait qu'il me manquait quelque chose là-bas. La vérité, c'est que je ne considérais même plus cet endroit comme « chez moi ». Plus tard dans la soirée, j'ai envoyé un message à Valentina. Toujours vivante. Je respire. Je ne repartirai peut-être jamais. Elle a répondu instantanément.